nous ancrer dans l'action, on va maintenant entendre le témoignage d'une entreprise, justement. Michael, je vous laisse la présenter. Alors, effectivement, je vais laisser Sophie Laperouza de la société Barjane, qui est labellisée depuis 2014, labellisée Lucie, nous présenter son témoignage sur leurs actions biodiversité. Donc, Sophie, je vous laisse allumer votre micro et puis passer en mode diaporama. Et donc, la parole est à vous. Et merci encore aussi d'être avec nous cet après-midi et bienvenue. Bonjour, merci. Merci aussi à l'intervention de Gilles Boeuf, c'était passionnant. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour passer après cette intervention passionnante. Alors, je mets mon écran en diaporama. Dites-moi si c'est bon pour vous. C'est parfait. Voilà. Alors, l'idée cet après-midi, c'était de vous présenter la société Barjane et ce qu'on fait en matière de biodiversité. Donc, je vais essayer d'être assez concise pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter qui est Barjane. Nous sommes investisseurs en immobilier, en logistique. Donc, on aménage des terrains et on développe des bâtiments logistiques, donc des plateformes de stockage qui se développent beaucoup en ce moment avec notamment le e-commerce, mais aussi la grande distribution, également les échanges entre particuliers. Donc, on a des colis dans tous les sens qui se baladent en ce moment. Donc, nous, on développe des bâtiments pour accueillir ce transit et ce stockage. On gère ensuite ces bâtiments et on est également producteur d'énergie photovoltaïque. C'est un métier à part entière puisque tous nos bâtiments sont équipés de panneaux solaires en toiture. Donc, rapidement en chiffres, Barjane, on est 45 personnes. On a 500 000 m² de bâtiments aujourd'hui qui sont développés. Ce sont des grands bâtiments en général, donc les mètres carrés montent assez vite en logistique, avec 2500 emplois à peu près sur nos sites et aujourd'hui 22 MW crête de puissance photovoltaïque installés sur nos bâtiments. On pourra revenir sur certains aspects. Donc, la RSE, aujourd'hui, c'est le pilier de la stratégie de Barjane. On est une société qui est assez récente, qui date de 2006. Et dès le départ, on était conscient que nos bâtiments logistiques, ils étaient grands, ils étaient impactants, notamment pour l'environnement. Donc, le premier axe sur lequel on s'était penché, c'était l'environnement avec des objectifs de préservation des ressources au maximum, de limiter les nuisances et les pollutions qu'on pouvait avoir en phase de construction et de chantier de nos bâtiments et puis en phase d'exploitation. Et puis, le paysage et la biodiversité ont toujours été un enjeu très présent pour nous parce que c'est forcément, quand on développe des bâtiments comme ça, un enjeu primordial. Donc après, on a d'autres piliers de la RSE que vous voyez là, les clients utilisateurs, les territoires et nos collaborateurs, mais que je détaillerai moins aujourd'hui. On a basé notre stratégie RSE sur différentes certifications et labels. On s'est structuré autour de l'ISO 14001 au départ depuis 2009 sur l'ensemble de nos métiers, toutes les phases de nos projets. Et on s'est engagé dans la labellisation Lucie, en effet, comme le disait Michael, en 2014. Et en parallèle de ça, on est également membre du Global Compact et notamment on base du coup notre stratégie RSE sur les objectifs de développement durable. Et on fait certifier aussi nos bâtiments selon d'autres référentiels d'immobilier durable que sont le BREEAM, le HQE ou le Biodiversity. On en parlera un petit peu plus après. Alors concrètement, pardon, je ne sais pas si du coup vous voyez bien mon écran parce qu'il y a des pop-up qui s'affichent. Mais concrètement, c'est bon. Super. La biodiversité aujourd'hui sur nos sites, on essaie de la développer en créant des espaces propices à son développement. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'installer uniquement, par exemple, des ruches sur nos projets, on va plutôt essayer de mettre des plantes qui permettent de nourrir les insectes pollinisateurs. Donc, ça va être essayer de créer des espaces verts qui sont qualitatifs, qui sont adaptés au climat local, qu'on va arroser si besoin en eau brute au maximum,
créer des palettes végétales qui soient diversifiées en essayant de créer un vrai écosystème justement dans ces espaces verts et pas uniquement des arbres plantés sur de la pelouse bien tondue. Et ensuite, dans la gestion des espaces verts, pousser nos exploitants locataires, quand ce n'est pas nous qui sommes en charge de la gestion de nos propres espaces verts, à les gérer de manière écologique, en n'utilisant pas de produits phytosanitaires évidemment, mais également en laissant des zones en dynamique naturelle, en réutilisant les déchets verts pour réaliser un paillage ou ce genre d'action. Et ensuite, on essaie d'installer aussi en partenariat avec les écologues qui travaillent sur nos projets des refuges pour la faune qui soient adaptés aux espèces qui sont présentes sur le site, sachant que cette action a un double intérêt. Ça peut avoir un intérêt pour la faune, mais ça a aussi un intérêt de sensibilisation des utilisateurs au respect de la biodiversité. Également, une action qu'on a mis en place depuis le début sur nos sites, c'est une gestion alternative des eaux pluviales. Donc, pour gérer les eaux de toiture et les eaux de voirie, on fait des bassins de rétention qui sont végétalisés et qui sont plantés d'espèces de plantes macrophytes qui vont permettre de traiter les hydrocarbures de manière naturelle et de créer du coup des bassins qui soient plus esthétiques et puis qui permettent d'avoir un intérêt pour la biodiversité aussi. On a également un aspect pour nous qui est très important, c'est de reconnecter l'homme et la nature. Donc faire que ces espaces verts qu'on développe sur nos sites, ils soient également utilisés par les utilisateurs et qu'ils aient aussi un rôle de sensibilisation à ce respect de la nature. Donc on installe des espaces verts qui sont aussi qui ont un usage pour les utilisateurs. Au lieu de mettre des arbres ornementaux, on va plutôt mettre des vergers pour pouvoir cueillir des fruits. On va installer des plantes aromatiques près des zones de détente, tout ce genre de choses. Et puis, on va essayer de valoriser nos espaces verts en créant des zones de détente extérieures, des tables de pique-nique, des terrains de pétanque, des tables de ping-pong, des parcours sportifs. L'idée étant d'attirer vraiment les collaborateurs vers ces espaces-là. Ce qui n'est pas quelque chose de classique en logistique parce que la plupart du temps, ces collaborateurs-là ont une heure de pause très courte et donc ils n'ont pas forcément le temps d'aller profiter de ces espaces-là. Et également, évidemment, avoir plus de vue sur la nature depuis les bureaux, depuis l'entrepôt pour avoir un cadre de travail plus agréable et permettre aux collaborateurs aussi d'être plus performants grâce à cet apport de la nature. Donc, je vais vous présenter là quelques démarches liées à la biodiversité aussi qu'on met en place, nous, sur nos projets, sachant qu'il y a d'autres démarches qui existent, bien sûr, donc c'est juste quelques exemples. Donc, nous, on travaille avec le Conseil international de la biodiversité et l'immobilier, le CIBI, qui a créé le label Biodiversity, qui permet de labelliser les projets sur 4 axes différents que vous voyez sur cette slide, qui sont l'engagement des diverses parties prenantes pour la biodiversité, l'axe projet qui va valoriser tout ce qui est pris en compte de la biodiversité, notamment dans le bâtiment, dans l'architecture, l'axe 3 qui est le potentiel écologique, donc là ça va être une analyse par un écologue de divers indicateurs qui vont permettre de quantifier l'état du terrain avant le projet et après le projet. Et l'axe 4 qui est l'axe d'aménité, donc les services qui vont être rendus pour la biodiversité, pour les collaborateurs, pour les riverains ou pour le territoire. Donc c'est un référentiel qui est assez intéressant, qui est très complet et sur lequel on a travaillé pour un projet pour Biocop, nous, dans le sud de la France, dans le sud de Paris, sud de l'Île-de-France, qui était un projet très intéressant parce que c'était en plus une reconversion d'une friche industrielle, donc en termes
d'artificialisation des sols, là, on avait peu d'impact, puisque au contraire, on a recréé un projet plutôt plus vertueux que ce qu'il y avait auparavant. On travaille également avec la LPO à travers des partenariats qui s'appellent le refuge LPO, où là, le principe, quand on est en phase d'exploitation de nos projets, on va créer des espaces sanctuarisés. La Ligue de protection des oiseaux donc, va envoyer des bénévoles pour faire des inventaires sur une saison des espèces. Et puis ensuite, on va mettre en place un plan d'action sur 3 ou 5 ans pour essayer de développer les espèces. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi, on parlait d'indicateurs tout à l'heure, ça nous permet de valoriser nos sites avec des indicateurs chiffrés. Par exemple, sur le parc des Bréguères, qui est un site qu'on a commencé à développer il y a 10 ans dans le sud de la France, on a retrouvé 113 espèces sur le parc, donc ça paraît peu par rapport aux chiffres que nous donnait tout à l'heure Gilles Boeuf. Mais sur ce site, c'était important, puisqu'avant le projet, c'était des friches de vignes. Les sols étaient très pauvres et on avait beaucoup moins d'espèces que 113 espèces. Et également, donc on s'est engagé dans le dispositif dont on parlait tout à l'heure, Entreprises engagées pour la nature. Donc là, on a peu de recul puisqu'on vient de mettre en place cet engagement et de proposer un plan d'action pour les années à venir, mais c'était aussi pour nous important de s'engager dans ce dispositif qui a vocation à pousser les entreprises à se lancer dans des actions plus concrètes sur ce sujet. Dernière petite information sur Barjane, on a créé aussi une fondation d'entreprise en 2017 pour essayer justement de soutenir les actions sur les territoires sur lesquels implanter qui nous semblaient importantes sur 2 axes, la nature et la cité. Donc au niveau de la nature, on essaie via cette fondation de faire des animations auprès des centres aérés, des écoles, des collèges sur nos sites. On a installé ce qu'on appelle des sentiers de la biodiversité sur certains de nos sites. Ce sont ces bornes que vous voyez sur la photo d'en bas sur le slide, qui sont des bornes un petit peu ludiques pour expliquer quel refuge pour la faune a été installé, pourquoi on l'a fait. Donc ça permet aussi de sensibiliser les visiteurs, les enfants au fait qu'on peut arriver à concilier économie, développement économique et préservation de la biodiversité et de la nature. Et puis, avec la Fondation, on fait également d'autres actions, mais qui sont plus là du mécénat sur la préservation des espèces en danger. Pareil, donc sur les territoires où on est implanté, ou des actions de reforestation ou des actions de ce type. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je ne vois pas s'il y a des questions. Je vais essayer de... C'était parfait. Merci beaucoup, Sophie. Merci Sophie. Beaucoup. On va avoir quelques questions, mais je crois, Vanessa, que Gilles voudra réagir avant qu'on passe... Je voudrais faire réagir Gilles, en tout cas, parce que voilà une très bonne présentation. Merci beaucoup, Sophie. Concrète, et je voulais vous faire réagir là-dessus, Gilles. Oui, ben moi, j'ai beaucoup apprécié, évidemment. Je voudrais que toutes les entreprises soient identiques. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, je me rends compte maintenant, moi qui ai depuis très longtemps des contacts avec les grands groupes et depuis quelques années avec les PME, quand il y a un pilote dans l'avion qui pense ça, ça marche. Je ne convainc pas une entreprise. Alors, ça s'est passé des fois à l'inverse. J'ai eu des groupes qui sont venus me voir en disant, Gilles, écoute, je pense ça, mais ils ne pensent pas comme moi, mon staff, aidez-moi à les convaincre. Et ça, c'est important. Ce que je voudrais dire à Sophie, en fait, c'est que ce qui est important pour une entreprise, c'est que le staff qui s'y trouve soit fier d'y être. Et pour être fier d'être dans un groupe, eh bien, il faut effectivement que ces questions-là soient prises en considération. Pas qu'on les relègue en second plan. Parce que le cadre de vie est important, le cadre du travail. On se questionne sur le sens. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le cerveau humain et les neurologues nous disent on avait un cerveau reptilien qui est là à nous amener à détruire en fait la planète. Mais maintenant, il y a d'autres parties du cerveau qui vont nous faire réagir dans l'autre sens. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit convaincu. Donc, j'ai bien aimé l'exposé de Sophie parce qu'il est suffisamment complet. On fait beaucoup de choses.
ne pas détruire. Tout à l'heure, on a dit, comment voulez-vous imaginer résilience si on a détruit? Compenser, je suis moins chaud là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont on utilise des trucs mais qui ne marchent pas. Réduire les effets, bien sûr. Donc, si tout le monde trouve ça important, c'est très bien. Tout à l'heure, elle parlait de biodiversité sur des sols, par exemple. On arrive à des paradoxes aussi. Hein. Elle dit il y a moins d'espèces que quand Gilles parlait tout à l'heure d'autre chose, bien évidemment. N'empêche que j'ai aujourd'hui, moi, des vers de terre en bien meilleur état sur l'aéroport de Perpignan que dans les vignes autour. Hein. Même des zones qui ont été anthropisées, la nature reprend ses droits. Elle sera résiliente si on ne l'a pas détruite, on a dit. Et si tous les groupes travaillaient comme ça, moi, je serais absolument ravi. Hein. C'est très bien. Il faut que chacun se sente concerné au sein du groupe aussi. Je terminerai sur une remarque, Vanessa. Qu'est-ce qu'on fait tous ici aujourd'hui, là? On veut vivre heureux quelque part. C'est l'envie de chacun sur cette terre, de chaque humain, avoir une famille, des enfants, des petits-enfants, des amis, créer de l'emploi, sans détruire l'endroit dans lequel on habite. Eh bien, si chaque groupe pense comme ça, on fera des progrès. Merci en tout cas de nous montrer l'exemple, Sophie. Il y a plusieurs questions pour vous. On va vous les poser alternativement avec Mickaël peut-être, mais je voulais réagir sur ce qu'a dit Gilles concernant les collaborateurs. Il y a justement une question là-dessus de Anne Larivière qui est avec nous et qui demande comment vous pouvez mesurer que tout ce que vous faites a un impact sur la qualité de vie au travail, la QVT, et sur la motivation des collaborateurs. Comment vous l'évaluez? Alors, c'est une très bonne question et on n'a pas énormément d'éléments sur ce sujet-là pour l'instant. On a travaillé avec Biocop, qui était du coup un acteur forcément très engagé sur ce sujet-là. Et donc, c'est le site dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la reconversion d'une friche industrielle, où on a fait pas mal de choses en termes de zones de détente, d'espaces valorisés sur la nature, etc. Et où là, Biocop arrive à nous dire aujourd'hui, j'ai moins de turnover sur cet entrepôt que sur le précédent. Je sens que les collaborateurs sont plus enclins à aller prendre leur pause déjeuner dehors, à aller faire du sport dans le bois qui est à côté. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'indicateurs vraiment chiffrés, mais pour les entreprises qui sont vraiment engagées comme Biocop, ils arrivent à nous dire, voilà, on est conscient que ça a un impact positif. C'est vraiment après sur ces aspects aujourd'hui de turnover qu'on arrive à le voir. Alors, il y a d'autres questions, hein, Mickaël. Oui, alors on ne va pas pouvoir répondre à tout parce qu'on est déjà on a déjà dépassé un peu le temps et mais on va les prendre quand même. Il y en a 2 ou 3 qui sont intéressantes, oui. Oui, donc on va vous demander des réponses très concises, hein, Sophie, désolée. Alors la question suivante, c'est pouvez-vous préciser la démarche de mesure avant, pendant, après? Alors après, je ne sais pas à quelle action ça fait référence en particulier. Oui, alors peut-être si la personne peut préciser la question, parce que forcément sur un projet comme une plateforme logistique, on a de toute manière des inventaires faune-flore à faire sur 1 an avant nos projets. Avec évidemment, si on se trouve sur des zones où on a des habitats en jeu ou de la faune en jeu, des dossiers à monter pour avoir des mesures d'évitement, de réduction et puis éventuellement, mais là je suis d'accord, éviter au maximum de compenser. Donc ça va impliquer aussi des mesures en phase réalisation, en phase chantier, de préservation notamment des espèces d'arbres à protéger et puis des mesures en phase exploitation si jamais on a recréé par exemple des zones humides ou des choses comme ça, mais je ne sais pas si c'était le sens de la question. Oui, je pense qu'en partie, ça l'était, mais éventuellement, bon, Anne pourra préciser. Je vais aussi vous préciser que les questions auxquelles on ne répond pas, on s'est entendu avec Mickaël pour vous dire qu'on les listera et on vous fera d'une façon ou d'une autre un retour. Mais il y en avait une alors, qui est intéressante parce que là aussi, on touche au concret, c'est-à-dire au financement. Hein. Comment on fait comment on décide d'attribuer du financement
sur des initiatives comme celle que vous nous avez présentées. Est-ce que ça coûte cher? C'est la question j'ai le nom de Bourdil qui s'affiche. Alors, évidemment, ça dépend des mesures. Il y a des mesures qui coûtent pas plus cher. Par exemple, planter certaines espèces qui sont plus favorables aux insectes pollinisateurs plutôt que des espèces juste ornementales, ça coûte pas plus cher. Être dans une gestion différenciée des espaces verts qui implique de moins tondre et de réutiliser les résidus d'entretien, ça ne coûte pas plus cher, voire même ça coûte moins cher. Après, il va y avoir des actions qui sont plus coûteuses. Par exemple, si on met en place des toitures végétalisées sur des bureaux ou des choses comme ça qui vont avoir un impact et qui seront plus coûteuses. Nous, chez Barjane, on a la chance déjà d'avoir des dirigeants qui sont impliqués dans la démarche, qui sont convaincus. Et puis surtout, on a la chance de garder nos bâtiments en patrimoine. Donc sur 30-40 ans, on a des retours d'investissement et des retours sur investissement qui nous permettent de mettre en place ces actions. Mais sur toutes les actions que je vous ai présentées, il n'y a pas d'actions qui sont vraiment très coûteuses à l'échelle de la construction d'un bâtiment et des montants dont on parle sur ce type de projet. Donc, c'est plutôt du bon sens que du surcoût. Très bien. On avait une question sur le fait que vous soyez concerné par l'ICPE. J'imagine que c'est le cas, puisque c'est une des rares obligations environnementales pour les entreprises. Oui, alors on est concerné, mais on n'a pas énormément d'enjeux liés à la biodiversité sur les arrêtés ICPE la plupart du temps. Qui consiste, je le rappelle, à faire des inventaires et des études d'impact biodiversité avant de s'implanter avec un nouveau bâtiment. D'ailleurs, il y avait une question aussi là-dessus. Pourquoi à ce moment-là faire des nouveaux bâtiments et pas plutôt aller réhabiliter des bâtiments qui existent déjà si on reste dans cette même logique? Alors là, pour le coup, la question du surcoût rentre parce que la réhabilitation d'une friche industrielle aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que la réalisation d'un bâtiment sur un terrain nu, ce qui est très dommage, à mon sens. Et puis, aujourd'hui, en France, en fait, on a quand même encore beaucoup de terrains disponibles pour le développement économique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez contraint de développer des bâtiments sur des friches pour que tout le monde s'y mette. Donc, quand on le fait, c'est parce qu'on a des clients qui ont aussi la volonté de le faire, donc comme Biocop, qui n'avait pas de problème de payer 30 ou 40% de plus son bâtiment pour être sur un terrain, sur une friche. Okay. Très bien. Merci encore énormément, Sophie, pour ce témoignage et ces inspirations, ces idées inspirantes. On va s'arrêter là pour les questions. Encore une fois, de toute façon, on reprendra la liste des questions posées et on vous fera des retours par mail là, dans les jours qui viennent. Donc, on s'engage vraiment à répondre à toutes les questions qui auront été posées.